Bon, il est 10h15, alors bienvenue, merci d'être là pour cette rencontre qui s'appelle « Discernement et pratique du yoga au Vedanta ». Donc le thème de la rencontre, c'est comment la pratique du yoga prépare-t-elle à la connaissance de soi ? Donc une rencontre à partir de ce que pourront nous dire les deux personnalités qui sont là à côté de moi, chacun avec leur parcours, leur expérience, leurs différences, leurs ressemblances, enfin tout ce qu'ils pourront nous dire à partir de ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Donc, je voudrais recadrer l'idée de cette rencontre et puis le festival lui-même. En fait, notre idée dans le festival, c'est de proposer, vous l'avez déjà vu et entendu dans les séances auxquelles vous avez participé depuis hier, c'est d'ouvrir un espace où le yoga peut être abordé dans sa dimension complète. Donc, complète, ça veut dire pratique corporelle, mais pratique mentale, mais beaucoup d'autres choses, comme une voie d'unité, de discernement, de transformation intérieure. Donc tout a sa place. Les postures, le pranayama, la méditation, les rituels, toutes les études, les échanges pour donner une approche complète du yoga, qu'on pourrait appeler le yoga intégral, mais le mot a déjà été tellement utilisé que je vais me garder d'utiliser des grands mots comme cela. Et donc, là finalement j'ai deux personnes à côté de moi, qui ont toutes les deux un parcours différent. Si je résume très très court, Bernard Bouanchot à ma gauche, donc à droite, qui est un élève de Desikachar en Inde et donc qui a transmis la voie, mais pas seulement, bien sûr, il pourra en dire plus, la voie selon les Yoga Sutras de Patanjali. Et puis, Yann Le Boucher, qui est à ma droite, donc à gauche dans la salle, qui est disciple d'Arnaud Desjardins, après avoir tout un parcours de yoga, et qui, pour résumer, mais je pense qu'il expliquera tout à l'heure, va nous parler de l'Adhyatma Yoga. Donc voilà, pour recommencer. Donc je vais commencer par Yann Le Boucher. Et donc, Yann Le Boucher est docteur en études indiennes, consacré au Vedanta, formé en Inde à la pratique du yoga, auprès de Pattabhi Jois, puis en France auprès d'Iyengar, enfin selon la méthode Iyengar, voilà, la méthode Iyengar. Puis il étudie l'Advaita Vedanta en Inde du Sud, et ensuite il s'est engagé dans une voie de transformation intérieure, l'Adhyatma Yoga inspiré de l'enseignement de Swami Prajnapada et d'Arnaud Desjardins. Donc Yann Le Boucher va nous parler, donc vingtaine de minutes. Puis il y aura une vingtaine de minutes pour Bernard, et puis ensuite j'essaierai d'animer un petit débat de façon à aller un peu plus loin dans soit la synthèse, soit les différences, soit tout est possible. Donc la question, en fait, c'est comment la pratique, au sens large, devient-elle un moyen de connaissance de soi et de transformation intérieure ? Yann. Oui. Donc, pour commencer, en effet, je vais juste dire un mot sur la gêne que j'ai eue au départ avec ce thème, parce que tout naturellement, ce thème laisse entendre, comme je pense Bernard va le développer, que la pratique, ce sont les postures, le travail sur la respiration, etc., et que ça développe petit à petit une qualité de présence qui serait l'aboutissement de ces pratiques. Alors c'est une manière bien sûr de concevoir le yoga et Bernard sûrement nous la développera. Mais moi je vais prendre un point de vue assez différent parce que dans le cadre de l'Adhyatma Yoga, la pratique n'est pas du tout centrée sur la physiologie, la respiration, les postures, etc. Mais sur une présence à soi-même et sur une présence à certains phénomènes clés qu'on est appelé à repérer de plus en plus précisément.
Alors je vais vous parler de cette pratique-là, et après on verra, bien sûr, les pratiques peuvent se combiner et se renforcer les unes les autres. Dans l'Adhyatma Yoga, le point de départ, c'est de reconnaître à quel point nous sommes structurés autour de notre capacité à refuser le monde tel qu'il est. Le refus, pour Swami Prajnapada, c'est l'axiome anthropologique premier. C'est-à-dire que les êtres humains se définissent par rapport aux animaux dans la capacité qu'ils ont de refuser beaucoup plus ce qui est. Alors ça paraît bizarre, mais en fait, en y réfléchissant, on peut se rendre compte que toute la culture humaine vient du fait que nous sommes cérébralement suffisamment développés pour être toujours capables d'imaginer d'autres possibles. C'est ça que ça veut dire, que nous sommes structurés autour du refus. Un être humain est quelqu'un qui est toujours capable d'imaginer que le réel pourrait être autrement qu'il n'est. Les animaux ont une petite marge aussi, bien sûr. Un chat à qui vous faites des misères, eh bien, il vous reconnaît et il vous évite. Donc, quand il vous voit, il anticipe que ça va mal se passer et il se débrouille pour s'éloigner de vous. Mais un animal a assez peu de moyens d'imaginer d'autres possibles. Par exemple, il va avoir du mal à imaginer déménager, changer de région, trouver un autre maître, voilà. Alors que nous autres humains, eh bien, nous avons indéfiniment la possibilité de nous représenter d'autres possibles. Et ça, c'est à la fois la chance de l'être humain, parce que quand on y réfléchit, c'est ça qui a rendu possible la culture. Pourquoi est-ce que, par exemple, la médecine existe chez les humains et pas chez les animaux, en tout cas pas dans les mêmes proportions? Parce qu'un humain qui est malade ne se contente pas de réagir à l'instinct en cherchant dans la nature des herbes à manger. C'est comme ça que ça commence, mais ensuite, eh bien, il y a tout un processus de refus de cette maladie, et donc d'étudier ses causes, etc., et petit à petit d'élaborer des techniques qui sont extrêmement loin de la nature. Donc, nous avons cette chance de pouvoir toujours et tout le temps imaginer d'autres possibles que celui que nous sommes en train de vivre dans l'instant. Donc, encore une fois, c'est le versant positif, c'est ça qui fait de nous des humains et non pas des animaux. Et maintenant, le versant négatif, c'est que, à contrario, nous nous retrouvons avec un pouvoir qui nous dépasse, ou plus exactement, que nous ne savons pas encadrer. Nous sommes un peu comme des jeunes conducteurs à qui on donne une Mercedes, une Ferrari. Eh bien, il y a toutes les chances pour que s'il a juste son permis de conduire depuis 8 jours, eh bien, il fasse des bêtises avec sa voiture. Ou encore, malheureusement, puisque c'est d'actualité, un adolescent à qui on donne une Kalachnikov. Alors, c'est très utile, une Kalachnikov dans certaines situations, mais si c'est entre les mains d'un adolescent, eh bien, ça fait des drames. Eh bien, de la même manière, notre pouvoir de nous représenter d'autres possibles que celui qu'on vit, autrement dit, notre pouvoir de refuser l'instant présent, c'est notre prison. Alors, pour rendre ça un peu plus vivant, je vais faire un petit schéma. Et si vous me permettez, puisque j'ai la chance d'avoir un tableau, on va représenter le réel, le monde, par un grand cercle, parce qu'il faut bien le figurer d'une façon quelconque. Et ce cercle,
passer par l'autre côté. Ce côté-ci du bouquet. En direct. Bon, on va faire autrement. Je vais m'asseoir, je vais voir. Je vais aller un peu vers la gauche. Tu peux pas le décrocher celui-là. Voilà, donc ce cercle représente le réel et on va faire deux axes. Un axe horizontal qui va représenter le temps, avec ici le passé, ici le futur, et puis à la verticale, on va dire que c'est l'instant présent. Et on va réfléchir à les zones du réel dans lesquelles ça sert à quelque chose de refuser ce qui est, et les zones du réel où ça ne sert pas. Et alors la première question, tout ce qui est à gauche, c'est-à-dire tout le passé, est-ce que nous avons le pouvoir, en refusant quelque chose qui a eu lieu dans le passé, de le changer ? Si quelqu'un m'a blessé par une remarque, par une attitude que je sens encore aujourd'hui comme une blessure, eh bien je refuse, ça veut dire que je refuse que cette personne ait eu cette attitude dans le passé. Mais c'est un refus d'impuissance, c'est-à-dire que ça ne change absolument pas ce qui a eu lieu dans le passé, et par contre, ça crée de la perturbation en moi, donc je suis perdant. Donc, refuser le passé, c'est faire un mauvais usage de la Kalachnikov que l'on a. Maintenant, ça c'est facile à comprendre. Un tout petit peu plus difficile, est-ce que ça sert à quelque chose de refuser l'instant présent ? Je laisse un petit temps de réflexion, parce que on a l'impression que, justement, c'est parce qu'on refuse l'instant présent que on prend des initiatives et que on décide de faire en sorte de modifier ce qui nous arrive. Mais quand on y réfléchit un peu, l'instant présent, il est non modifiable. Ce qui est modifiable, c'est l'instant suivant. Mais dans l'instant présent, rien ne peut être modifié. Et donc, refuser l'instant présent, être contrarié dans l'instant par quelque chose que l'on éprouve, c'est de nouveau faire usage de sa Kalachnikov à mauvais escient, ou de s'est roulé avec sa Ferrari sur les ronds-points. Donc, on va s'apercevoir que la seule partie du réel où notre capacité à refuser ce qui est utile et efficace, c'est le futur. Sauf que dans ce qui se présente dans le futur, il y a deux dimensions. Une dimension qui dépend de moi, donc je vais marquer ça en bas, ça dépend de moi. Et il y a tout ce qui ne dépend pas de moi. Alors, je repose ma question. Si je refuse que le futur qui ne dépend pas de moi arrive, à quoi sert mon refus ? À rien. À rien d'objectif. Typiquement, si je trouve qu'il fait trop chaud et que je refuse d'avoir chaud cet après-midi, eh bien, mon refus ne va pas modifier la météo. Par contre, si je refuse de continuer à vous parler, ça dépend de moi, je vais me taire. Ou si
je refuse quelque chose, je refuse comme par exemple de m'alimenter d'une façon inadéquate. Mais ça dépend de moi. Je vais choisir mon repas ce midi de façon à ce qu'il respecte mon projet dans le futur. Donc tout ça pour vous dire que notre vie, c'est quelque chose d'essentiel à réaliser. Elle est basée sur cette illusion que nous pouvons changer les choses, que refuser ce qui est bénéfique. Or, ça n'est bénéfique que dans une situation particulière, ça n'est jamais bénéfique pour tout ce qui concerne le passé, que ça dépende de moi ou pas, parce que le passé qui dépendait de moi, maintenant il ne dépend plus, puisqu'il est passé. Ça, concernant le futur, tout ce qui ne dépend pas de moi, ça ne sert à rien aussi de le refuser. Et donc la seule zone où ma capacité à imaginer d'autres possibles est utile, c'est la partie du futur qui dépend de moi. Et bien ça, c'est la base de la pratique de l'Adhyatma Yoga. C'est s'habituer à repérer quand on refuse quelque chose. Est-ce qu'on refuse quelque chose sur lequel on a pouvoir et auquel cas on va s'exercer à mettre en œuvre nos capacités, ou bien est-ce qu'on refuse quelque chose sur lequel on n'a pas pouvoir, et à ce moment-là, la pratique va consister à se réconcilier avec le réel tel qu'il s'est présenté si c'est quelque chose de passé, tel qu'il se présente si c'est quelque chose de présent. Ça, c'est le point de départ de la pratique. Et maintenant, un deuxième élément que je voudrais partager avec vous, et qui est directement lié, c'est comment ça se passe à l'intérieur de nous quand nous refusons quelque chose sur lequel nous n'avons pas de pouvoir. Soit que c'est passé, soit que c'est présent, soit que c'est futur, mais ça dépend d'autres facteurs que nous-mêmes. Alors là aussi, j'aime bien faire un petit dessin, parce que je trouve que c'est assez parlant. Je vais tracer une ligne qui va représenter le cours des événements d'une journée. Alors vous vous levez le matin, vous êtes en forme, et puis après, je sais pas quoi, il n'y a pas ce que vous aimez au petit déjeuner, alors ça vous débecte un petit peu, puis ensuite il y a une très bonne conférence, ça vous passionne, puis après vous avez le repas, ça se passe bien, mais après ça vous ennuie parce que vous êtes fatigué, puis après, etc. Bon, voilà une journée qui se passe normalement. Enfin, bon, on peut inventer n'importe quel scénario. Voilà. Alors, ça, ce sont les événements, la ligne bleue. Et maintenant, je vais dessiner la ligne rouge, qui est notre capacité à être en accord avec ce qui se passe. Eh bien, du point de vue de l'Adhyatma Yoga, le bonheur, ça n'est jamais autre chose que la coïncidence entre ce qui se passe objectivement et la manière dont on accepte ce qui se passe. Si je suis capable d'instant en instant d'épouser le cours des événements, eh bien, il n'y aura pas de distance à l'intérieur de moi entre ce que je vis et ce que j'éprouve. Par contre, si, pour différentes raisons, je crée un décalage, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord, alors par exemple, là, la journée avait bien commencé, mais je rencontre quelqu'un qui me fait une remarque désagréable et qui me dit qu'il n'est pas content de me retrouver ici, qu'il espérait qu'il ne me verrait pas. Et bien, à ce moment-là, il y a des chances pour que, émotionnellement, je décale. C'est-à-dire qu'au lieu d'être d'accord pour que cette personne me dise ça, eh bien, à l'intérieur de moi, ça dit non. Elle n'aurait pas dû me dire ça. Et ce qui est très intéressant à remarquer, c'est que chaque fois qu'il y a un décalage entre ce qui se passe et ce que je souhaite, ou ce que je souhaitais qu'il se passe,
eh bien, il y a un trouble émotionnel. Et le trouble émotionnel, il est directement proportionnel à la distance qu'il y a entre ce que je m'attendais à vivre et ce que la vie me donne à vivre. Donc plus le décalage est important, plus le trouble est grand. Alors c'est vrai pour les petites choses et c'est vrai pour les très grandes choses. Alors quand c'est une petite chose, on arrive assez rapidement à se récupérer. Donc admettons que ce matin quelqu'un m'ait dit une parole désagréable ici. Bon, alors sur le coup, j'ai décalé et j'ai eu une gêne. Puis après, je me dis oui, mais je suis dans un centre spirituel et tout ça. Je peux peut-être faire un effort pour donner à cette personne le droit d'avoir mal dormi ou je sais pas quoi. Et auquel cas, je vais assez facilement retrouver la proximité entre ce qui se passe et ce que je veux. En rouge, c'est ce que je veux, en bleu, c'est ce qui se passe. Et à ce moment-là, je vais me calmer et tout va aller bien. Par contre, si je subis un choc de la vie beaucoup plus sévère, je ne sais pas, moi par exemple, je suis mis au chômage ou un drame familial, etc. Et bien là, ce qui se passe le plus souvent, c'est que nous décalons de façon longue durée. C'est-à-dire que nous ne sommes plus capables ensuite, nous sommes désynchronisés. Le monde continue à fonctionner avec ses hauts et ses bas. Et nous sommes en décalage, c'est-à-dire à l'intérieur de nous, ça refuse de continuer à suivre le jeu de la vie. Eh bien, c'est ce mécanisme-là que la Dhyatma Yoga nous invite à repérer dans nos vies. Et ensuite, les pratiques, ça consiste à apprendre à diminuer la distance entre ce que je veux et ce qui est, chaque fois qu'il s'agit, encore une fois, de quelque chose qui ne dépend pas de moi, que je ne peux pas modifier à volonté. J'ai essayé d'être bref. Est-ce que je tiens dans le temps ? Oui, j'ai juste une question. Le discernement là-dedans, ça consiste à mesurer cet écart, justement. Et cet écart, je suppose qu'on ne le voit souvent pas. Exactement. Donc, alors, le discernement, dans cette approche, c'est justement de s'ouvrir à cette analyse ou à d'autres analogues et de repérer qu'en effet, ça correspond bien à la façon dont on fonctionne. Et du coup, on le prendre comme un point d'appui pour le travail sur soi. Et c'est cela la pratique. Et c'est ça la pratique. Et cette pratique, dans un deuxième temps, favorise une vision des choses plus large et plus ouverte. Puisque nous en avons tous l'expérience, quand nous sommes émotionnellement perturbés, notre champ de vision se rétrécit et nous sommes plus capables ou moins capables de faire les bons choix, de voir les options qui s'offrent à nous. Merci Yann, on y reviendra tout à l'heure. Bernard Branchot. Donc Bernard est enseignant, formateur et auteur reconnu dans la tradition du Vini Yoga. Donc, si je ne me trompe pas, Bernard a eu une carrière d'architecte avant de se consacrer au yoga. Architecture intérieure. Architecture intérieure, il faut être précis. Et devient élève de Desikachar Chennai, qui est héritier direct de Krishnamacharya. Bernard est cofondateur de l'Institut français de yoga et transmet depuis plusieurs décennies un enseignement reliant pratique, textes traditionnels et yoga-thérapie. Puis Bernard Branchot a traduit les Yoga Sutras de Patanjali et les Samkhya Karika sous la direction de 100 maîtres et d'autres livres. Il pourra éventuellement en reparler aussi. Donc il va apporter le regard du yoga classique. Donc, question que j'ai envie de poser à Bernard, c'est après avoir consacré de nombreuses années à l'étude et à la transmission des Yoga Sutras, quel rôle joue, selon vous, le discernement dans le chemin du yoga ?
Bonjour. Oui, peut-être. Parfait. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Le discernement, c'est un objectif, mais c'est surtout pour moi un résultat. C'est pas en quelques semaines, c'est pas en quelques années, c'est sur le long terme que peu à peu, quelque chose va se décanter en soi pour grandir dans cette dimension. J'ai appris à ne pas être pressé par rapport à cela. Nous avons notre passé, notre vécu, nos liens familiaux, nos liens de voisinage, nos liens professionnels. Secouer tout trop rapidement, c'est pas nécessairement très efficace. Ça peut faire du bien, mais ça peut faire aussi du mal. Donc, une approche progressive qui vient avec le discernement. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aborder ça avec au moins 45 séjours répétés sur 45 ans d'un mois en Inde du Sud pour étudier auprès de Rishikachar, etc., enfin, toute la lignée. Donc ça permettait de prendre un peu de recul à chaque fois, de revenir avec une mallette pleine de principes et d'outils à mettre en pratique. Et ça transforme peu à peu la vie, justement, dans la direction du discernement. Le discernement ne doit pas venir trop vite. Parce que nous sommes face à des réalités qui nous dépassent, qui peuvent nous secouer, qui peuvent nous mettre en cause trop brutalement, dans tous les domaines d'ailleurs. C'est-à-dire un enseignant de yoga, un professeur de yoga qui travaille avec cette dimension-là, il y a bien sûr les postures, il y a les pranayamas bien sûr, il y a surtout le temps, je dirais de méditation, oui c'est le vrai mot, méditation, d'assise en silence important, qui est l'outil principal pour aller dans cette dimension, prendre du recul par rapport à soi-même. Krishnamacharya disait qu'un professionnel de yoga devrait avoir une pratique quotidienne comportant une part de posture, c'est-à-dire par exemple un quart d'heure, pour 2 parts de pranayama, par exemple une demi-heure, et pour 4 parts d'assise en silence, pour ne pas dire méditation. Ça fait combien ? Donc un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Qui pratique le yoga en Occident en respectant cette règle absolue? Le yoga est de plus en plus développé et de plus en plus méconnu. C'est en général une gymnastique avec, dans la majorité des cas, heureusement, prise en compte du souffle, c'est-à-dire de l'énergie qui nous anime, que nous recevons et que nous transformons et que nous transmettons également. Donc, il y a un énorme travail à faire pour tous les professeurs de yoga, tous les enseignants de yoga ici en Occident, c'est de redonner progressivement au yoga sa véritable nature, c'est-à-dire sa complétude, la totalité du yoga. Il faudrait au minimum un temps égal entre pratique de posture, pratique de pranayama de respiration et temps d'assise en silence. Si j'ai une demi-heure disponible, eh bien, ça fait combien? Une demi-heure? Ça fait 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Si j'ai 1 heure, 20 minutes pour les postures, pas plus, 20 minutes pour le pranayama et 20 minutes d'assise en silence. Alors, qu'est-ce que c'est que cette assise en silence? Il y a des protocoles, il y a des programmes, mais déjà, c'est la première chose à faire. Donc, notre rôle, mon rôle en tant que formateur, c'est de faire évoluer justement la réalité du yoga actuel en Occident vers quelque chose un petit peu plus proche de ce qu'est le yoga. Krishnamacharya disait donc 1, 2, 4. Pour une demi-heure de posture, il y a 1 heure de pranayama et il y a 2 heures de temps de méditation. Voilà ce qu'est le yoga. Alors, qu'est-ce que c'est que cette méditation? Il y a toute une approche progressive. Et l'objectif, à plus ou moins long terme, c'est la découverte du Svadharma. Que suis-je venu faire sur Terre? Pourquoi ai-je choisi cet ovule qui venait d'être fécondé depuis 3 ou 4 semaines, et puis j'ai essayé de m'y intégrer. Si ça fonctionne, je reste. Sinon, il y a une fausse couche au bout de 3-4 mois maximum. Parce que nous sommes 100% conscients, 24 heures sur 24, quand nous sommes dans cet état antérieur à la naissance. Le temps ne scinde pas les choses comme ça. Et ça s'installe peu à peu au début dans la vie intra-utérine, puis après, nous sommes dans le temps.
conditionné par le temps, par l'espace, par tout ce qui se passe autour de nous. Ça vient progressivement. Donc la prise de conscience pour quelqu'un qui rentre en yoga et pour rentrer dans cette dimension, dans ce recul, c'est d'abord une pratique quotidienne. Alors, pas manu militari, 5 jours sur semaine, c'est bien si c'est très régulier. Et si c'est plus ou moins à la même heure, et c'est si plus ou moins avec des programmes qui ont une certaine cohérence, une continuité, monter une marche à la fois. Voilà. Et à ce moment-là, nous nous approchons de ces états de conscience progressivement en ayant la capacité de prendre un peu de recul tous les jours. J'insiste beaucoup sur la dimension pratique du yoga. Surtout pas cette gymnastique en prenant en compte seulement la respiration. Non, c'est tout autre chose. Alors, pourquoi et comment cela peut-il fonctionner en étant relié à une force supérieure à travers, alors, soit une religion, il y a des religieux, bien sûr, les religions sont extraordinaires, elles sauvent le monde continuellement, mais en même temps elles le détruisent parfois, voilà. Soit au sein d'une lignée en yoga. Quelqu'un qui entre en yoga devrait penser à celui qui transmet l'enseignement, qui lui transmet l'enseignement, est informé sur celui qui a transmis l'enseignement à celui qui me le transmet, etc. Et dans le yoga, ça remonte normalement jusqu'à Patanjali et ses 4 disciples. Masakandali, Krutanjali, Patanjali, Pondanjali. Chacun des 4 disciples de Patanjali a écrit un chapitre des Yoga Sutras selon Krishnamacharya. Donc, se relier à cette source tous les matins, il y a plus tous les problèmes relationnels, parce que nous sommes quelque part, je dirais, protégés par nos prédécesseurs, protégés par ce qui nous habite finalement, ce qui nous a été transmis. Donc, s'il vous plaît, j'insiste. 1. Ne restez pas au niveau des postures pour la pratique du yoga. Ce serait normalement 1, 2, 4, 1 de posture pour 2 de méditation, pour juste, je veux dire, 1 de posture, 2 de pranayama et 4 de méditation. Ce serait l'idéal, il faut aller progressivement faire ça. Et puis deuxièmement, ne pratiquez pas comme ça, en passant d'une maison à l'autre, d'une rue à l'autre, d'un professeur à l'autre, d'une salle à l'autre. Non. Il faut se savoir relier, finalement, par des personnes qui vous ont testé et puis ensuite qui vous ont choisi pour faire partie du groupe. Mon professeur des Shikachar m'a testé plusieurs fois en m'imposant des épreuves extrêmement difficiles. J'étais à Madras depuis 2 ou 3 jours et puis des Shikachar me dit à la fin d'un cours un jour Bernard, j'ai une petite course très urgente à faire. Il faut que ce soit fait demain matin, c'est un cours en fin de journée. Voilà, il y a ce dossier à déposer au directeur du personnel d'une grande usine de Madras, etc. C'est trop tard pour aller le déranger maintenant. Il faudrait que vous puissiez être sonné à la porte de son bureau à 5h30 demain matin. Il sera debout parce qu'il prépare un exposé pour tous ses groupes, toute son usine dans Madras, etc. Est-ce que vous pourriez lui déposer ce dossier demain matin ? Je ne connaissais pas cette usine, je ne connaissais pas ce patron. Il a pris un énorme risque. Hein. Alors, j'ai dormi la nuit, mais beaucoup moins que d'habitude, finalement. Et j'étais debout, j'avais commandé le taxi la veille, et le taxi m'a pris, m'a déposé dans un endroit que je ne connaissais pas du tout. Et puis, je me suis retrouvé là-bas. Et puis, j'ai vu finalement qu'il y avait une cérémonie, qu'il y avait quelque chose d'organisé, et cette personne m'a invité à rester. Bon, ben, je suis resté, je me suis retrouvé assis à côté de ce grand patron de cette usine. Et puis, j'ai eu la surprise de voir De Shikachar arriver comme conférencier principal. Heureusement, j'avais fait le travail correctement. Et puis, il s'est trouvé à la place d'honneur à discuter avec le grand patron de l'entreprise. Quels sont les effets du yoga pratiqués 1 heure tous les jours par certains employés de cette usine depuis que ça a commencé il y a 1 an. Ouais. Et puis moi, j'étais un des témoins de l'enseignement de ce représentant. Et il m'a passé la parole en anglais. Je n'étais pas vraiment habitué à l'anglais. Bernard,
vous avez une expérience quand même qui peut aider beaucoup de personnes. Ce serait vraiment dommage de garder ça pour vous. S'il vous plaît, Bernard, voici le micro. Voilà. Alors ça secoue un peu un bonhomme. J'ai moins bien dormi pendant quelques jours. Et à la fin, dans le taxi qui nous a reconduits sur ce quartier de Madras où il était et où j'habitais provisoirement là-bas, je lui dis « I'm so sorry, sir. Je regrette tellement, j'ai l'impression de ne pas avoir été brillant. » Ça tenait le coup quand même, c'était bien Bernard, vous avez fait ce que vous pouvez, en tout cas, grand merci, parce que vous êtes une preuve de l'efficacité de la transmission, de ce qui se passe, etc. Vous avez apporté des preuves, très bien. Je suis très satisfait Bernard. Et ben voilà. Donc j'insisterai sur les liens, l'harmonie, la communication, la paix. C'est important. Je ne vais pas donner mon exemple, mais nous avons célébré avec mon épouse, certains le savent parmi vous, qui est hollandaise. Nous sommes rencontrés et mariés à Téhéran. Elle parlait à peine le français. Donc nous sommes rencontrés à Téhéran, là-bas, et puis mariés à Téhéran et arrivés ici. La vie n'a pas été facile au début pour elle. Elle a pris des cours de français à la Sorbonne, etc. Et puis nous avons célébré nos 61 ans de mariage grâce à la pratique du yoga, parce que finalement, après quelques années, elle était contre le yoga, elle s'y est mise. Elle a commencé à pratiquer tous les jours, puis elle a fait une formation, puis elle est allée étudier seule avec Deshikachar à Madras. Elle ne voulait pas nous avoir tous les deux ensemble. Bernard, vous venez un mois, et puis votre femme vient après ou avant un mois. Mais vous décalez pour être seul, pour prendre conscience de notre propre réalité à travers les textes du yoga. C'était cette étude qu'il a proposée. Elle a fait ses séjours là-bas. Elle est devenue un très bon professeur de yoga. Elle a enseigné pendant plus de 50 ans, y compris pendant 49 ans à l'école polytechnique. Nous habitions à Palaiseau, tout près de l'école polytechnique, sur le plateau de Saclay. Oui. Donc elle enseignait le yoga, elle s'est épanouie complètement là-dedans. Voyez. Donc il y a une énorme richesse dans cette technique, mais respecter une tradition, être relié à une lignée et avoir une pratique quotidienne, pas nécessairement 7 jours sur 7, mais un certain nombre, et mettre ça en place, et garder des horaires aussi, relativement, pour pas trop secouer notre structure, notre environnement, etc., qui prennent l'habitude. L'idéal, c'est le matin tôt, on ne dérange personne. Krishnamacharya se levait, vous savez à quelle heure ? 2 heures du matin au plus tard. Il avait entre 4 et 5 heures de pratique. Et à 6 heures du matin, il sonnait la cloche pour réveiller tout le monde dans la maison. Tous les matins. Il m'est arrivé d'arriver très tôt pour des cours, un peu pour me tester. Deshikachar m'a donné le cours à 6 heures du matin. J'arrivais un quart d'heure avant, pour être sûr, on ne sait jamais. Traffic jam, Chennai. Donc, et j'entendais la cloche qui sonnait, alors que j'étais à attendre sur la terrasse pour pouvoir frapper à 6 heures pile pour mon premier cours le matin. Oui. Donc il m'a testé à ce niveau-là aussi, sur la liaison, la fidélité, l'accompagnement, tout cela. Et ça change tout dans la vie. Voilà. Du coup, Bernard, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que Patanjali dit du discernement ? C'est l'essentiel du yoga. Mais dans encore. Un certain nombre de sutras. Le discernement, c'est prendre du recul par rapport à soi-même pour réduire progressivement les projections que je peux avoir sur tout ce que j'observe, tout ce que je dis et tout ce que je fais. Prendre progressivement du recul. Alors, ça ne peut se faire qu'en 2 temps. Parce qu'au début... c'est-à-dire, j'ai terminé quelque chose d'important, il ne faut pas passer à autre chose aussitôt. Il faut garder un tout petit espace, puis laisser certaines choses remonter en soi, finalement. Sinon, on va refouler des refus qu'on n'aurait pas dû avoir, ou au contraire, des mises en avant de soi-même qu'on n'aurait pas dû avoir. On n'est pas resté dans le juste milieu, on n'est pas resté suffisamment en recul. Donc, il faut garder un petit temps de recul tous les jours. L'essentiel de la pratique du yoga, ça devrait être ça. La méditation, c'est ça. C'est prendre du recul par rapport à soi-même. Qu'est-ce qui s'est passé hier, ou qu'est-ce qui s'est passé dans la journée avant de m'endormir, hein ?
C'est vraiment le plus important, oui. Oui. Et il y a des techniques justement pour faire le vide qui marchent bien, oui. Mais du coup, j'ai envie de vous poser une question un peu provocatrice. Oui. Vous avez dit 1, 2, 4. Bon, et si on faisait que 2, 4 et qu'on ne fait pas de posture, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'on n'est pas chargé de transmettre comme un professeur de yoga, ça peut être jouable tout à fait. Oui. Parce que donc on peut se passer de la posture. Ah oui, complètement. C'est ce que font les moines. Ils ont 2 ou 3 postures, assis sur les fesses, à genoux sur un prie-dieu, etc. On peut se passer de la posture, absolument, tout à fait, oui. J'ai longuement parlé de cela avec des moines de l'abbaye de Cîteaux. J'ai organisé plusieurs fois des stages méditation et foi chrétienne à l'abbaye de Cîteaux. Il y avait donc la prière qui commençait à 4h30 uniquement pour les moines. Il y avait peu de, je ne peux pas dire visiteurs, mais de dévots chrétiens qui venaient assister à l'office de 4h du matin, mais les moines étaient tous là pour chanter. Alors, lorsque j'ai emmené un groupe de 30 un peu plus de 30 personnes à l'abbaye de Cîteaux, justement pour pratiquer le yoga avec cette dimension de foi chrétienne accompagnant ça finalement. L'un des moines responsables m'a dit dans le creux de l'oreille à la fin, on a beaucoup apprécié votre présence. C'est très rare quand les personnes viennent qu'elles assistent à la récitation, au chant à 4h30 du matin. Votre groupe était presque au complet, tous les matins. Alors, je vous dis une petite chose, la prochaine fois, il faut peut-être modifier quelque chose, les aider, leur dire, etc. Parce que ça nous a beaucoup gênés. Qu'est-ce qui vous chantez faux? Voilà. Donc oui, mais toujours en recul. Toujours en recul. Prendre un petit temps de recul après chaque chose, après chaque décision. Donc pour Bernard, le discernement, vraiment prendre du recul. Pour Yann, c'est constater cet écart entre la réalité et ce que je voudrais qu'elle soit. Oui. Comment on peut combiner ces deux aspects, ces deux façons de dire un peu différentes quand même, Yann? Oui, c'est un peu différent, mais il y a quelque chose de commun. Il s'agit de ne pas être identifié à ce que l'on éprouve spontanément. Et trouver le moyen de se mettre en recul. Alors simplement Bernard, dans sa présentation, il disait que c'était quelque chose qui venait assez tard, et c'est vrai, dans le concret, ça vient assez tard chez des personnes qui découvrent le yoga et qui ne s'intéressent pas d'abord à ça. Mais sur une voie véritablement spirituelle, ça ne peut pas venir assez tard, c'est le point de départ quelque part. Alors, le point de départ ne veut pas dire qu'on est tout de suite en capacité d'être réellement dans la vigilance, c'est-à-dire dans la qualité de présence et le recul intérieur. Donc c'est le point de départ, mais ça se travaille, ça se cultive. Et de mon point de vue, c'est en effet là le cœur du yoga, au sens large du mot. Pour moi, le yoga est le moyen, et ça c'est le résultat. D'accord. Pour moi, c'est le moyen et l'état de yoga est le résultat. Nous sommes faits pour nous compléter. Les deux mènent à une transformation intérieure. Bien sûr. Et c'est le but que nous cherchons. Oui. Voilà. Quelle est la place du corps dans l'Adhyatma Yoga? Alors, strictement parlant, dans l'Adhyatma Yoga de Swami Prajnanpad, il n'y avait pas de pratique posturale. Lui-même, il semble que pour son hygiène de vie, il faisait un petit peu de posture. Voilà, on pourrait dire un peu de gymnastique matinale. Et c'était libre. Ses élèves, ceux que ça intéressait en faisaient, mais lui, il n'enseignait pas les postures et ses élèves n'étaient pas incités à en faire. Bon, moi, de par mon parcours, j'ai commencé par le Hatha Yoga, donc j'ai tout naturellement
continuer la pratique des postures et de la respiration, etc., tout en menant ce cheminement dans le cadre de la Dhyatma Yoga. Mais dans son principe, la Dhyatma Yoga, non, ne parle pas de posture. Oui. Bernard ? Bras de levier, moment de force. Une tête pèse presque 10 kilos. Un peu plus lourd que son poids parce que le centre de gravité est un peu en avant de la surface de sustentation. La première vertèbre qui tient le crâne est ici, mais ce bloc est plus lourd que le bloc derrière. Donc déjà, à partir d'un certain âge, moi je suis tout près de 90, 99 personnes sur 100 se tiennent comme ceci. Et là, ma tête, elle fait 20 kilos. Donc ça ne peut qu'aggraver. Et c'est une course sans fin. Ma tête pèse 20 kilos ici. Ma tête pèse 10 kilos. Ici, à peine 10 kilos. Et ici, oui, à peine 10 kilos. Et ici, elle pèse 20 kilos. Quand on glissait le poids sur la barre de la balance, vous voyez. Donc, toutes les personnes âgées devraient savoir ça et devraient faire l'effort de se tenir correctement. Ce problème est récent parce qu'avant, la majorité des femmes, dans beaucoup de cultures, portaient des choses sur la tête. Pas seulement les courses alimentaires ou etc., mais dans le bâtiment. Le béton était dans des coupelles en métal, un chiffon ici pour caler, la coupelle en métal et le béton liquide dedans qui est versé. Et j'ai vu donc des femmes grimper des échelles en bois attachées avec des ficelles ici, jusqu'au 3e étage, avec une coupelle pleine de béton comme ceci, le dos parfaitement droit, parce qu'il ne fallait pas que le béton dégouline. Et puis en haut, versant ça pour couler un plancher de béton d'un immeuble de 5 étages. Vous voyez ? Donc ça. Et puis ça, maintenant, en Occident, c'est ça de plus en plus. Alors, il y a quelque chose à faire, à tous les niveaux. Parce que la conscience peut se tenir correctement si la structure ne fait pas trop souffrir, ne pèse pas trop, ne détruit pas tout, finalement. Et là, la conscience est en paix. Donc, tous les deux, vous avez parlé de pratique, même si, oui. On l'a dit d'emblée, vous ne mettez pas forcément exactement le même sens derrière ce mot pratique. Je voudrais poser de vous une question à tous les deux. Qu'est-ce qui, pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une pratique, à un moment, cesse d'être une technique pour prendre une dimension spirituelle ? Oui. Oui, mais je veux bien. Pour moi, c'est d'abord et avant tout l'intention qui fait qu'une pratique soit ou non spirituelle. Si je fais cette pratique parce que j'ai clairement un but d'éveil avec un petit E avant que ça soit éventuellement avec un grand, mais en tout cas que c'est ça ma motivation, alors ma pratique quelle qu'elle soit, y compris très très prosaïque, ma pratique elle va devenir spirituelle. Donc on peut évidemment pratiquer des postures de yoga, je sais pas quoi moi, des salutations au soleil ou une relaxation avec l'intention de faire servir cette pratique à notre avancée intérieure. Donc pour moi c'est l'intention. Bernard. Oui. La spiritualité est représentée par les religions, plusieurs religions dans le monde. L'est-elle par le yoga ? Oui, à 100%. Elle n'est que ça aussi, mais la grande différence devrait être, et ça évolue de plus en plus mal, la spiritualité en religion, c'est en groupe. Religere, le latin relié. Il faut être au moins 2 pour avoir une religion. C'est des millions de personnes, mais alors que le yoga ne devrait pas y avoir de cours de groupe. C'est le même objectif, ça conduit au même résultat, mais c'est individuel au sein d'une lignée. Donc le yoga se développe plus
de plus en plus, mais en se désagrégeant complètement, parce qu'il y a de plus en plus de cours de groupe. Voilà. Et puis de moins en moins de cette notion de l'absolu. Hein. On est plongé dans le relatif de plus en plus au lieu d'être dans l'absolu. Hein. Mais c'est très élitiste, Bernard. Est-ce qu'on a la possibilité de ne faire que des cours individuels? C'est très élitiste. Dans le yoga traditionnel ancestral, c'était ça. C'était qu'un enseignement individuel. Mais je comprends bien. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, compte tenu du monde dans lequel nous vivons, qui a eu beaucoup d'évolution par rapport à l'époque des grands yogis qui ont transmis ces règles-là, pour faire quelque chose qui soit adapté à notre société. Il faut commencer par le groupe, toujours, et évoluer progressivement vers une démarche individuelle et vers un lien solide avec une lignée. Voilà. Progressivement. Oui. Qu'est-ce que vous identifieriez tous les deux comme obstacle au discernement? Oui, alors disons que dans la prolongation de ce que je vous ai dit, les obstacles ou l'obstacle principal, ce sont nos émotions. Donc il faut commencer par réfléchir à cette question des émotions, parce qu'elle n'est pas d'emblée évidente dans notre culture, où on a l'impression que l'émotion, ça a de la valeur, en tout cas certaines émotions, et on utilise le mot émotion pour désigner des choses qui sont de nature assez différente. Dans ce que j'ai très brièvement évoqué tout à l'heure, les émotions dont je parlais sont ce que dans la tradition tibétaine on appelle les émotions perturbatrices. Alors il faut s'entendre sur les mots. Évidemment, à un certain niveau, l'amour c'est une émotion, ou la gentillesse c'est une émotion, ou l'amitié c'est une émotion. Dans le langage courant, oui. Dans le langage qu'on utilise dans la Dhyatma Yoga, on va parler et on va distinguer émotion et sentiment. Et on va considérer que les émotions sont toujours des facteurs de perturbation, parce que l'émotion c'est la réaction du moi, la réaction de l'ego à un désaccord avec ce qui se passe. Et donc, chaque fois que nous sommes embarqués par nos émotions, notre qualité de vision se trouve affectée. Nous perdons une vision englobante, large, et donc notre discernement diminue. On en a tous l'expérience, hein, quand on a quelque chose qui nous perturbe, eh bien, nous sommes désorientés et nous avons beaucoup de mal à trouver la bonne réponse à une situation existentielle. Alors que si, par un travail quelconque, nous arrivons à nous apaiser, à nous dégager du trouble émotionnel, à ce moment-là, nous retrouvons la capacité à une vision plus juste. Hein. Je pense que ça vous est tous arrivé d'être perturbé, puis de dormir, et puis au réveil, vous avez passé une nuit correcte, et du coup, vous voyez le problème sous un jour nouveau. Vous avez retrouvé votre capacité de discernement. Donc pour moi, ce sont nos émotions perturbatrices l'obstacle principal au discernement. Oui. Patanjali a répondu à la question. Avidya smita ragadvesha vidvesha klesha. Nos causes de souffrance, c'est donc avidya, méconnaissance de soi. Asmita, l'ego se met en avant. Avidya smita raga, l'attachement, la passion, le désir, etc. La répulsion, l'opposé. Et puis finalement la peur. Ça a été listé il y a déjà 2 millénaires au moins. Voilà. Est-ce que parmi vous, des personnes qui auraient envie de poser des questions à Bernard et à Yann? Qui aurait envie de poser une question? Vous lancez? Oui, Simon? Oui. Alors, moi, j'ai lu beaucoup des livres sur Desjardins que j'ai adoré, mais finalement, à la fin, je partage plutôt l'avis de Bernard, parce que, en fait, je me souviens quand Desjardins il disait dites oui à la vie. Ça devient à cet écart, non? Si tu
tu dis oui à la vie, tu réduis et tu fais, je dirais plutôt, du yoga avec l'extérieur. Oui. Voilà. Et donc, il y a un doute que cela est vrai. Par contre, les soucis, c'est qu'on essaie de les mettre en pratique. C'est pour ça que je les joins Bernard avec le Yoga Sutra de Patanjali. Parce que si on ne calme pas Manas, on n'y arrivera pas là. Donc voilà, quand il a dit Bernard, moi je considère d'abord le Yoga Sutra Patanjali et comme conséquence, je pourrais attendre ces résultats. Donc voilà, Oui. c'est la méditation qui joue un rôle fondamental. Merci Simon, on va laisser Yann répondre. Oui, je respecte ce trajet et justement, on est ici dans un festival qui nous montre qu'il y a plusieurs manières de s'y prendre et que c'est à chacun de trouver peu à peu la façon qui pour lui fonctionne le mieux. Maintenant, il y a dans l'Adhyatma Yoga des approches, ou des méthodes ou des outils pour calmer le mental qui ne sont pas des outils liés à la physiologie. Je suis bien placé pour savoir que c'est efficace, de faire une bonne séance de posture et de respiration, ça aide, je m'en sers, donc voilà. Mais je m'inscris en faux pour dire que du coup, si on n'utilise pas cet outil, on n'en a pas. Non, on a bien évidemment des outils, et ces outils, c'est de démonter les causes de nos émotions. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu qu'il y a un décalage, on va se mettre en face de notre responsabilité à avoir créé ce décalage. Pourquoi est-ce que j'ai créé ce décalage ? Et évidemment, ça va nous ramener à travailler sur nos attentes. Donc, Raga Dvesha dont parlait Bernard, voilà. Mais on peut travailler là-dessus par un effort de vigilance, par un effort de conscience, et pas seulement ou uniquement en modifiant notre physiologie, ce qui est, encore une fois, aussi tout à fait intéressant et utile, puisque moi-même je le pratique. En fait, il ne s'agit pas d'opposer, c'est-à-dire que s'il y a une méthode Yann, une méthode Bernard, tant mieux, et il y en a plein d'autres. Et nous avons cette chance extraordinaire, là c'est moi qui réponds, nous avons cette chance extraordinaire d'avoir beaucoup d'outils à notre disposition. Et finalement, le premier travail que nous avons à faire, c'est de trouver celui qui va nous convenir à nous. Exactement. Voilà. Tout à fait. Je le citais hier dans la conférence. C'est lié à la personnalité. Oui. Plus ou moins affective, plus ou moins intellectuelle, plus ou moins, etc., etc. Il y a pour moi un verset extraordinaire du Rig Veda qui ne parle pas exactement de ça, mais qui me vient à l'esprit là et que j'ai cité hier, qui dit « L'être est un ». Les sages en parlent de manière différente. Mais tant mieux, parce que cette unité que nous cherchons tous, nous pouvons l'atteindre par des voies différentes, parce que nous sommes différents. Oui. C'est une question souvent qu'on posait, pourquoi y a-t-il tant de dieux en Inde ? C'est une religion polythéiste ? Mais non, pas du tout. Ils croient à l'être, ils croient à l'un, l'unique. Mais il y a énormément de représentations, parce que nous sommes tous différents, et nous avons besoin d'une représentation différente pour pouvoir nous adresser à elle et que ce soit efficace pour nous. Excusez-moi, j'ai pris la parole, je vais vous la rendre, Bernard. Vous avez d'autres questions ? En Inde, la vie est si différente. Ça n'a vraiment rien à voir. Oui. Je connais un certain nombre de familles, il m'est arrivé même d'être hébergé chez eux, etc. Ça n'a rien à voir. Un autre univers, oui. Mais je pense que il y a la connaissance
des traditions, il y a les respects, il y a tout ça, c'est terrible. Oui. Enfin, bon côté, mauvais côté, mais c'est extrêmement fort cette imprégnation de la société. Oui. Comme ça. Je crois que nous avons cette responsabilité en tant qu'enseignants, ici, vivant en France, dans l'instant présent, de proposer un enseignement qui soit adapté aux préoccupations des gens qui vivent autour de nous. Oui. Et on voit qu'il y a un besoin. Hein. Donc voilà, faisons... c'était une parole que Swami Vitamananda, qui était président ici, nous disait toujours, c'est « faisons un yoga qui soit adapté au monde d'aujourd'hui ». Il est millénaire, il a été transmis. L'importance de la lignée, comme le citait Bernard, est effectivement fondamentale, mais notre responsabilité, c'est de faire quelque chose qui soit utile pour nos contemporains. Vous êtes d'accord avec ça, je suppose? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Avant de conclure la rencontre, je voudrais vous demander à l'un et l'autre, si vous aviez à donner un conseil, quelque chose de très simple, un seul conseil à un pratiquant de yoga qui aspire à la connaissance de lui-même. Il dit, tiens, j'ai appris que j'ai envie de me connaître, j'ai envie de comprendre, je vais pratiquer du yoga. Quel conseil vous lui donneriez, l'un et l'autre? Dans la continuité de ce que j'ai dit, le conseil serait de faire davantage connaissance avec notre vie émotionnelle. Nous avons, sans nous en rendre compte, la fâcheuse habitude de court-circuiter nos émotions, sauf quand elles atteignent un certain seuil d'intensité, bien sûr. Hein, mais la plupart du temps, quand la vie nous paraît clémente, eh bien, nous avons l'impression que ça va, émotionnellement, c'est à peu près tranquille. Alors qu'en fait, du matin au soir, sans nous en rendre compte, nous vivons des micro-variations sur le plan émotionnel, c'est-à-dire sans arrêt, nous sommes dans tiens, ça me plaît, ça me déplaît, ça m'attire, ça me fait peur. Sauf que, heureusement, la plupart du temps, on ne le perçoit pas parce que c'est pas intense. Mais du point de vue de la connaissance de soi, il faut à tout prix s'intéresser à ça et considérer que c'est la matière première à partir de laquelle un cheminement va être possible. Bernard, un conseil. Toujours une seule réponse. Me relier tous les matins. Dire bonjour. Et à partir de là, attendre chaque fois que je suis face à une situation difficile ou dramatique, ou etc., faire confiance à cette source. Qui est-ce qui savait que ça allait arriver, qui savait que je serais là, parce qu'elle transcende le temps et l'espace. Donc, assumer jusqu'au bout. Voilà. Merci à vous deux. De toute façon, le débat n'est pas terminé, on va continuer. Il y a plein d'activités pendant le festival. Si vous avez envie de poursuivre dans l'état d'esprit dans lequel on fait ces rencontres, eh bien, il y a une table ronde cet après-midi, puis une autre rencontre entre deux personnes, l'un qui va défendre plutôt une voie directe du Vedanta et l'autre une voie psychologique. Donc voilà, il y a de nombreuses personnalités qui sont là pour nous éclairer et pour faire qu'on puisse, chacun d'entre nous, trouver notre chemin. Merci à vous, bon festival. Et puis là, n'oubliez pas, à 11h30, il y a le grand rituel au milieu, là, dans notre... la fête, je crois que c'est un rituel à Ganesha. Puis grand merci. Je me sens très honoré d'être invité par le Vedanta, que le yoga soit invité par le Vedanta. Bernard, on est très honoré de la présence. Merci. Merci.